ravi de vous voir tous présents. Je vois, c'est déjà une preuve que le réseau fonctionne bien, puisqu'on parle de réseau. Puisque si je faisais un sondage, la majorité d'entre vous est venue ici par boule de neige. Messieurs. Donc Marc Lecouze, je suis, comment commencer, économiste il y a très longtemps, sociologue plus récemment, et enseignant dans une école de gestion aujourd'hui, directeur de la recherche à l'école de commerce à Clermont, spécialiste des réseaux relationnels. Je vais employer ce terme de réseau relationnel pendant quelques secondes, histoire qu'on s'entende bien sur la différence entre réseaux sociaux et réseaux sociaux numériques, même si les réseaux sociaux numériques sont inclus dans les travaux sur les réseaux sociaux. J'en parlerai un tout petit peu. Des travaux que je mène sur les réseaux sociaux avec Pascal depuis longtemps. Le thème de au moins maintenant. Le thème de recherche que je développe aujourd'hui avec lui date de 2005. Domaine labouré et transformé. Je vois qu'il faut tout savoir faire ici. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des ambiguïtés sur le thème de réseau. Mais je vais commencer tout de suite par ça. Réseau social, le réseau social, c'est le réseau que tout un chacun possède. La difficulté, quand on est chercheur sur le thème, c'est que tout le monde, à peu près, a une idée de ce que c'est que le réseau, voire a son idée, un peu comme M. Jourdain et sa prose. Donc on va peut-être devoir à un moment donné modifier un petit peu ces a priori, ces visions a priori du réseau. Donc réseau social numérique, j'en parlerai peu. Je dirais simplement que dans les réseaux sociaux numériques d'aujourd'hui, ce que l'on en sait, c'est que les mécanismes qui s'y déploient sont les mêmes que ceux que je vais évoquer sur l'ensemble des réseaux sociaux en général. J'espère que je serai clair là-dessus. S'il y a des inquiétudes, des problèmes d'interprétation, n'hésitez pas. Je peux être très interactif sur ces questions-là. Donc ça, c'est le fruit de quelques années de travaux. Je vous ai dit que j'avais démarré en 2005. Je vais essayer de rester en face du micro. Des papiers qui ont démarré avec celui qui est ici en 2005 avec Pascal et qui se terminent aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, avec celui-ci. On espère qu'il y en aura d'autres. On en a pas mal sur le feu. J'ai laissé cette trace des références pour ceux qui seront intéressés, puisque le PowerPoint sera présent sur le WIMI dans quelques jours. Alors je commençais par le contexte. Aujourd'hui, on est dans une économie d'innovation, pour faire rapide, basée sur la connaissance, attestée depuis pas mal de temps par un certain nombre d'auteurs, dont on connaît les nouvelles règles du jeu concurrentiel, instabilité, apprentissage permanent, rapide, nécessité d'explorer alors qu'avant il suffisait d'exploiter, une injonction à l'innovation qui se généralise, les références sont nombreuses pour l'attester, et en parallèle, des modifications fortes des règles du management qui vont avec. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des questions sur ce sujet-là aujourd'hui. Évidemment, on a un effacement des systèmes prescriptifs hiérarchiques habituels, une montée des situations inédites et une nécessité, comme le dirait Actual Level, d'inventer son travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, l'organisation ne dit plus tout à fait ou a du mal à dire par avance comment on doit faire son travail. Éventuellement, le contrôle a posteriori, avec du reporting, mais elle dit assez peu comment on fait son travail par avance, ce qui était avant le cas du travail taylorisé. Et du coup, inventer son travail face à des situations qu'on n'a pas pu prévoir, radicalement imprévisibles par moment, nécessite une autre manière de faire du management. D'où la floraison aujourd'hui de tout un tas de modèles, soit les entreprises, dont le dernier avatar à discuter et discutable s'appelle la libération des entreprises. Et donc, innover demande des connaissances. Des connaissances pour innover qui nécessitent pour cela de se mettre dans une logique d'exploration, au-delà de ce qu'on savait faire auparavant. Explorer pour obtenir de nouvelles connaissances, qu'elles soient dans le registre scientifique ou expérientiel. Là, je revois aux travaux de Pascal. J'en donnerai quelques exemples dans quelques instants. Ces connaissances, on les cherche en amont. Je ne précise pas trop pour l'instant. Donc le mot K, ça va être connaissance partout. Enfin, la lettre K. Ces connaissances, on les cherche un peu dans tous les sens. On les cherche sans trop les chercher. On les trouve d'ailleurs parfois sans les chercher. Parfois on ne les trouve pas tout en les cherchant. Elles sont très en amont des projets d'innovation que l'on lance. Et elles sont très éloignées de notre milieu de vie habituel. Ce qui fait que, classiquement, ces projets d'innovation, on va les qualifier de principe d'expansion des connaissances, un principe qui va être premier pour la réussite et le succès de ces projets d'innovation, dans laquelle le réseau relationnel est une ressource, une des ressources principales.
voire aujourd'hui probablement la ressource principale. On pourra me dire, oui, il y a des wikis, etc., mais bon, ça fera certainement l'objet du débat. On va donc s'intéresser, c'est les questions que je pose de manière un peu générique, à l'effet de la forme ou de la nature du réseau qu'on mobilise pour les connaissances, au type de connaissances auxquelles on a accès à travers ces réseaux, à travers des réseaux différents, à leur pertinence, et à la question de la coopération avec les contacts que l'on sollicite pour échanger des connaissances. L'objectif, ça va être de clarifier, mieux définir le processus d'expansion des connaissances, donc préalable à tout projet d'innovation, à partir des points fixes, des grands points forts de la théorie des réseaux sociaux. J'ai mis encore pour une dernière fois relationnel, mais je ne reviendrai plus après sur cette distinction. Voici 2 exemples qui vont nous permettre un peu de fixer les termes du débat. Tout d'abord, l'accès à des connaissances scientifiques. Un petit exemple tiré de travaux dont Pascal a rendu compte dans un ouvrage de 2003. Alain Hubert, expéditeur polaire, qui rend compte de sa traversée intégrale de l'Antarctique, pas tout à fait une mince affaire, à ski, et qui détaille assez finement comment, dans la préparation, phase cruciale de l'expédition, il a résolu certains types de problèmes auxquels il était confronté. J'étais un peu confronté à une question de mise en place d'un texte rendant compte de son expérience. Je la résume. Un des enjeux principaux de la traversée d'une calotte glaciaire, c'est le poids de la nourriture qu'on doit emmener. Éventuellement le volume, mais surtout le poids. Et donc, Alain Hubert, on est à la fin des années 90, se pose la question, comment faire ? Et il habite donc Rochefort, c'est en Vendée, et rencontre assez régulièrement dans un bar le soir un voisin, Philippe Lecomte, avec qui il boit quelques bières. Et à force de discuter de tout et de rien, et en particulier évidemment de l'expédition qui occupait l'esprit d'Alain Hubert, Philippe Lecomte, qui est agronome, lui dit « Mais Alain, moi j'étudie la manière dont les animaux se nourrissent, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Et pourquoi tu n'étudierais pas la manière de subvenir à tes besoins énergétiques de la même façon que nous, on étudie la façon dont les animaux se nourrissent, en particulier les bovins. » Au bout de quelques bières, Alain Hubert ne précise pas le nombre, mais il s'est bien dit que voilà, c'était une idée intéressante. N'allions-nous pas ressembler pendant 3 mois à des bêtes de somme ? 3 mois pour traverser. Donc la nourriture pour 3 mois en autonomie, ça représente un peu de volume et un peu de poids. Et donc il a résolu, comme ça, l'idée de manger des granulés. Ça paraît peu appétissant quand on y pense. Toujours la même chose, des granulés en fonction des besoins énergétiques de l'opération de traversée. Donc là, on a un accès à des connaissances scientifiques complètement contingents, mais jamais totalement contingents non plus, parce que c'est la présence probablement forte dans la tête d'Alain Hubert de cette question-là qui a fait que ce soir-là, il en a parlé à quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose et qui a débouché sur un travail poussé qui a abouti à la définition de la type de nature de nourriture qu'ils allaient emmener pour leur expédition. Deuxième exemple, l'accès cette fois-ci à des connaissances expérientielles. C'est plus des connaissances scientifiques. On n'est plus en train de mobiliser un expert scientifique qu'on a peut-être parfois découvert par hasard. Là, on est simplement en train de se dire, je vais faire quelque chose et quoi que je fasse, quoi que je lise, quelle que soit la personne avec qui on discute, tant que je ne l'ai pas pratiqué une première fois, ça ne marchera pas. Donc ça c'est issu d'un travail qu'on a étudié avec Pascal, une traversée du Spitzberg, une équipe de jeunes étudiants dans une école d'ingénieurs qui vont traverser le Spitzberg, c'est une île au nord de la Norvège, dans le cercle arctique. C'est un terrain de recherche antérieur qu'on a déjà utilisé, donc on a rendu compte en partie, en tout cas en 2010. Une observation concomitante à l'expédition polaire qui a permis de savoir en direct ce qu'il se passait. On verra bien plus tard tout à l'heure l'importance de ce type d'observation. De l'idée du projet pendant la mise en œuvre et la réalisation finale, car l'expédition ne se résume pas au temps passé sur la calotte glaciaire, bien évidemment. Et en particulier, le repérage des situations d'apprentissage pendant le temps de préparation a été un élément important de ce qu'on avait observé. Et la façon dont les réseaux, en tant que ressources, ont été mobilisés par l'équipe de Joël. Donc une équipe Joël qui est l'ingénieur qui pilote ce projet, le projet annuel de l'école. Voilà ce que ça donne. Ils savent dans leur équipe qu'ils n'ont pas de connaissance du polaire et se demandent bien qui pourrait les aider pour ça.
On mobilise le réseau des membres de l'équipe, pas celui de Joël en direct. Joël mobilise les membres le réseau des membres de son équipe en direct et finissent par, peut-être s'il y a besoin, tomber sur un expert reconnu, très reconnu sur la question, qui va leur permettre d'accéder à un peloton réputé en la matière, le GMHM, le groupe gendarmerie, pardon, groupe militaire voilà, de haute montagne, des gendarmes de Chamonix qui sont spécialisés sur la haute montagne, dont la réputation est mondiale. Ce qui n'était pas simple pour les mobiliser. Ils vont pouvoir contacter le capitaine, Joël en particulier, qui va s'y prendre très bien, et va obtenir, assez rapidement, après quelques échanges avec le capitaine de ce groupe, de ce peloton, 5 jours de stage en haute montagne avec eux. L'expérience, le transfert d'expérience qui va se faire à ce moment-là va être déterminant, et probablement c'est l'input majeur de la réussite de leur expédition. Là, ici, pas de connaissances scientifiques, juste de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que de progresser sur la neige, sur de la glace, de dormir dessus, etc. Pourquoi ça s'est fait? Aussi bien avec Alain Hubert, Philippe, son ami, était un ami, sollicitable, mais il y a une dimension instrumentale qui s'est vite révélée intéressante, c'était sa connaissance scientifique. Là, ça démarre par autre chose. Le capitaine, s'il a réagi, s'il a dit oui, c'est qu'il est sensible aux valeurs que ces jeunes montrent, à travers leur dossier qu'ils ont monté, les échanges qu'il a eu avec Joël. Il perçoit, s'il le rencontre dans certaines interviews, professionnalisme, réactivité de l'équipe, entreprendre pour apprendre. C'était le mot d'ordre que l'équipe s'était donné. L'esprit de challenge et priorité au collectif, tout ça, c'était un système de valeurs qui correspondait à celui que le capitaine mettait en œuvre pour son peloton de haute montagne. Et qui a été déterminant dans son acceptation de prendre en charge 5 jours, tout frais payé bien évidemment, pour cette équipe de jeunes. Donc ça, c'était le deuxième exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le réseau derrière ça? On cherche des ressources éloignées, loin de son cercle habituel, dans un contexte où l'organisation aujourd'hui, si je reviens un peu dans le monde de l'entreprise plus classique, dit moins qu'avant, auprès de qui on doit trouver ces informations, avec qui on doit travailler. Même si l'entreprise dit d'un côté moins comment on doit faire le travail, elle dit aussi moins avec qui on doit travailler. Donc les organigrammes deviennent un peu cosmétiques. Donc chacun va être renvoyé à la capacité à identifier ses partenaires. Une nouvelle compétence est attendue de chacun dans l'entreprise. Le dire comme ça surprendra personne. L'officialiser, c'est une autre chose. Identifier les partenaires pour réaliser son travail au mieux, générer, entretenir, faire évoluer son réseau relationnel. Du coup, je suis parti pour ce travail. J'ai fait une recension des travaux qui, nombreux sur le champ des réseaux, une soirée entière ne suffirait pas si je devais en rendre compte, ont essayé de traiter de la question de la connaissance et du management des connaissances à travers les réseaux. Ce qu'on appelle les knowledge networks, dont une première recension relativement récente date de 2012, faite par Phelps et Ali. Pour l'instant, alors oui, il y a les travaux de Phelps, mais il y a aussi le travail qu'on a démarré avec Pascal en 2008 et rendu compte dans un ouvrage en 2009 sur cette question-là. 2 approches fondamentales en théorie des réseaux. Des modèles de mobilisation et de création de connaissances nouvelles. Donc je vais tirer ces approches du côté du management des connaissances. Et j'ai retenu deux points de vue principaux, fondateurs, qui ont construit pratiquement l'essentiel du courant des recherches sur ce champ, même si aujourd'hui les raffinements méthodologiques et théoriques sont forts dans cette question-là. Granovetter, très connu. En tout cas, je pense que quand je fais la distinction lien fort, lien faible, ça parlera à tout le monde. Cette force paradoxale des liens faibles. Avant même qu'on parle de teaser, Granovetter en 1973 a intitulé à son article paru dans l'American Journal of Sociology la force des liens faibles, ce qui était déjà un excellent moyen de faire reconnaître son papier, qui est l'un des plus cités aujourd'hui quand on fait le bilan sur Google ou sur d'autres bases de données plus réputées encore. Et deuxième travail qui a donné lieu à un courant identifié sous le nom de Social Network Analysis, SNA, la théorie des trous structuraux de Burt en 92, qui va reprendre le travail de Granovetter tout à fait d'une autre manière à sa façon. Reprenons un peu ces 2 approches théoriques. La grande idée de Granovetter, c'est non pas de créer la distinction lien fort, lien faible, qui est déjà connue, identifiée, qui sert de description à ce que sont les réseaux, surtout en sociologie. Le travail sur les réseaux date de la fin du 19e siècle pour
des sociologues, qu'on n'appelait pas encore sociologues d'ailleurs, c'était des philosophes, et donc, ou des anthropologues. Lien fort, lien faible, il va un peu systématiser, proposer une définition, et surtout se préoccuper, dans un mode d'action des individus, des effets différents de la mobilisation de ces réseaux, de ce type de lien. Donc, définition stabilisée, lien fort, des rencontres fréquentes, des échanges approfondis, une intensité émotionnelle quand on est en présence de ce lien fort, par exemple la famille, mais pas seulement. Les soutiens affectifs, les amis de longue date, une autre façon de caractériser la dimension temporelle du lien fort. La notion d'intimité, qu'est-ce qu'on échange, le contenu des échanges, etc. On pourrait rajouter aussi la fréquence des échanges, quels qu'ils soient. Le lien faible, le contact bref, la rencontre occasionnelle, qu'on trouve loin de son milieu habituel, qui sert de mise en contact et qu'on évoque beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux numériques, comme étant, pour les réseaux sociaux numériques, le lieu par essence d'utilisation du lien faible. En fait, les travaux les plus récents, très développés dans la discipline des sciences de l'information et de la communication, montrent que les liens forts aussi aujourd'hui sont très utilisateurs des réseaux sociaux numériques dans un contexte qu'on avait peu anticipé, puisqu'ils servent à renchérir les liens entre les membres d'une famille, en particulier les grands-parents et les petits-enfants. Belle surprise. Alors que les liens faibles, c'est plutôt dans le registre professionnel qu'ils sont utilisés. Je reviendrai sur le rapport entre liens faibles et réseaux sociaux numériques s'il y a des questions. On retient donc liens forts, des gens qu'on voit très souvent, ceux qui font dans notre milieu de vie habituel, qu'on rencontre par hasard, sans y penser en général, puisqu'ils sont dans le milieu de vie habituel. Alors que le lien faible, c'est quelqu'un qu'on a rencontré une fois de temps en temps, et donc probablement le maintien du lien va demander un effort conscient, intentionnel, pensé. Ce que montre Granovetter, c'est que les liens forts ont une caractéristique particulière. Ils sont transitifs. En gros, si je suis fortement lié à A et à B, on va commencer le registre des schémas, et si je suis fortement relié à C en étant A, dans le langage des réseaux, A s'appelle égo, celui dont on parle, il serait étrange que B et C n'aient pas de relation. Donc la probabilité que B et C aient une relation, un lien faible, disons pour l'instant, qui va probablement devenir assez vite fort, cette probabilité est élevée. Donc ce que Granovetter appelle dans le langage en sociologie des réseaux, la triade interdite, c'est celle où A et B auraient un lien fort et A et C ont un lien fort. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Aujourd'hui, les modes de vie dans le milieu urbain montrent qu'on peut avoir des liens forts dans des milieux différents. Ça pourrait être revisité. Mais à l'époque, dans les années 70, stabiliser cette idée de transitivité est une façon de définir la force des liens pour montrer que, en gros, nous vivons dans des clusters de liens, des ensembles de liens qu'on appelle des clusters, de liens forts, tous connectés les uns aux autres, qui, lorsqu'ils sont tous connectés les uns aux autres, sont des cliques, au sens mathématique du terme, c'est-à-dire des sommets qui sont tous reliés par des arêtes. La théorie des graphes qui est utilisée pour rendre compte de ça. Et donc, notre société serait composée, à partir de cette recomposition liée à la transitivité, de clusters de liens forts, des espèces d'agglomérats de personnes se connaissant bien, ayant des liens denses et forts les uns avec les autres, reliés entre eux par quelques liens faibles. C'est le deuxième aspect de cette transitivité. C'est que lorsqu'un lien faible relie ces clusters de liens forts, j'en vois qui froncent les sourcils, il faudra certainement que je revienne là-dessus. Voilà par exemple un premier cluster qui comporte quelques liens faibles éventuellement, et un deuxième cluster. Le lien qui relie ces deux clusters ne peut être qu'un lien faible. Car par transitivité, je crois y avoir mis des lettres, mais je crois qu'elles sont disparues, si X ici était relié à Y ici par un lien fort, à ce moment-là, toutes les personnes de chacun des clusters, qui seraient reliées par un lien fort à X d'un côté ou à Y de l'autre, seraient reliées à l'ensemble des deux clusters. Donc, du coup, on n'aurait qu'un seul cluster, par transitivité. Ce qui veut dire que l'élément important de cette approche, au-delà de la définition lien fort, lien faible, qui va finalement être celle que Granovetter va utiliser dans ses travaux, mais cette définition, disons, mathématisée et très théorique, amène à dire qu'un lien qui relie deux ensembles de personnes reliées par différents liens, mais qui n'ont très peu de connexion ensemble, est forcément un lien faible. Ce qu'il appelle un bridge, un lien bridgé, est toujours un lien faible. Alors son étude, il va l'appliquer, donc son étude de 73 au mode d'accès à l'emploi, puisque
Il ne va pas se contenter de décrire les réseaux comme c'était fait auparavant, mais là, cette fois-ci, de montrer à quoi ils servent. Il va le tester, cette approche lien fort, lien faible, sur les modes d'accès à l'emploi, mais en utilisant dans son travail uniquement la définition première que j'ai montrée tout à l'heure sur la densité, enfin la force du lien, qui est plutôt une approche, on va dire, psychosociale que celle mathématisée liée à la transitivité. Donc son étude très très courante sur l'accès à l'emploi, très connue. Première vague d'enquête, il identifie 60% de personnes qui ont obtenu dans les années 60, fin des années 60, leur réseau par relation. Après, retourne faire une enquête spécifique auprès de ces personnes et trouve, à la grande surprise de la plupart des gens qui suivaient son travail, que l'accès à l'emploi, lorsqu'il s'était fait par un lien, s'est fait majoritairement par un lien faible. C'est la grande surprise. C'est cette force paradoxale du lien faible qui va faire la renommée de ce papier, 73, qui est aujourd'hui un des plus cités donc sur Internet, puisque tout le monde s'attendait par essence à ce que ce soit le lien fort qui aide, qui réponde. Par essence, quelqu'un qui est très lié à vous, quand vous le sollicitez pour quelque chose, il répond. Que ce soit pertinent ou pas. Alors que là, non. Enquête réalisée donc après coup. On interroge des personnes, on leur demande comment vous avez obtenu votre emploi. On les a identifiés parce qu'on sait qu'ils ont changé d'emploi dans l'année qui vient de passer. Et on leur demande comment ça s'est passé. Il leur fait raconter l'histoire. Et identifie 83% de liens faibles. Ce qui est vraiment étrange et très fort, et qui surprend la plupart des gens qui s'attendaient, donc dans son milieu, à ce que ce soit des liens forts. Ils vont refaire sa thèse, publiée en 1974. Évidemment, la question se pose de pourquoi. Si le lien fort, par essence, puisqu'il est très lié à vous, va se mettre en quatre pour vous aider, pourquoi le lien faible répond positivement dans cette question. Alors là, ici, en l'occurrence, d'accès à l'emploi, mais cette étude a été répliquée des dizaines et des dizaines de fois sur tout un tas de champs, et on trouve à peu près toujours systématiquement le même genre de résultat. La force paradoxale lien faible, pour Granovetter en tout cas, pour ce que l'on était capable de dire, on va dire, dans les années 70, c'est une question d'accès à l'information. C'est une vision très économie néoclassique, marché du travail, en fait. C'est juste que, en gros, dans le cluster de liens forts dans lequel je suis, si je cherche quelque chose, c'est que l'information n'existe pas dans mon cluster, que j'ai accès à cette information sans y penser, de manière automatique. Donc, accéder à un emploi par lien faible, c'est sortir de son milieu pour accéder à de l'information fraîche, nouvelle, avant tout le monde. C'est la distinction information privée, information publique, au sens anglo-saxon du terme. J'accède avant tout le monde à une information nouvelle et fraîche. C'est l'argument, en tout cas, que Granovetter va développer dans son papier pour expliquer pourquoi les liens faibles ont été si nombreux à répondre positivement pour aider pour trouver un emploi. Alors que donc les liens forts, les réseaux sont intégrés, les liens sont redondants, l'information, tout le monde y a accès, elle est sur la place publique, rien de neuf n'apparaît dans le groupe. Je pourrais rajouter dans les informations concernant les 83% de liens faibles, Granovetter a détaillé beaucoup de questions, pas complètement toutes, mais dans les réplications de son travail qui a été fait, beaucoup de questions ont été rajoutées. C'est que ceux qui l'ont trouvé par lien faible l'ont trouvé majoritairement plus rapidement que ceux qui l'ont trouvé par lien fort, donc c'est plus rapide. Deuxièmement, que ceux qui l'ont trouvé par lien faible sont plus satisfaits, en particulier par le critère de rémunération, de l'emploi qu'ils ont trouvé, que ceux qui l'ont trouvé par lien fort. Et dans d'autres études, pas dans celle-ci, qui ont été faites par un groupe de chercheurs aux Pays-Bas qui a beaucoup travaillé là-dessus aussi, ont montré que les employeurs qui avaient recruté par lien faible étaient bien plus satisfaits des personnes qu'ils avaient recrutées que lorsqu'ils les avaient recrutées par lien fort. Voilà pour ce qui est de cette force paradoxale des liens faibles. Alors, ça a fait Flores. Un courant de recherche énorme s'est développé derrière ça, qu'on trouve dans tout un tas de disciplines, pas seulement en sociologie, en anthropologie, en sciences de gestion, même si ça arrive un peu plus tard. La première trace de recherche en France qui fait référence à ça en sciences de gestion, c'est 98, donc c'est quand même pas si vieux que ça. Mais aux États-Unis, ça avait démarré bien avant. Aujourd'hui, donc, c'est quelque chose d'énorme. J'ai pas ressorti les statistiques que j'ai sur la base Thomson Reuters, mais c'est assez phénoménal le nombre de travaux qui se revendiquent de la distinction lien fort, lien faible, dans des champs aussi variés que le marketing, la création d'entreprises, le plan des entreprises, la carrière, le leadership, pas de leadership sans lien faible, etc., etc.
c'est tout un champ énorme qui s'est développé là-dessus, avec parfois peut-être des fondations un peu fragiles sur la distinction lien fort-lien faible telle qu'elle est utilisée, chacun l'ayant mis un peu à sa sauce, étant donné ce que Granovetter avait reconnu lui-même dans son travail de 73, la faiblesse de la définition qui méritait d'être creusée sur la distinction lien fort-lien faible. Quelques exemples de travaux, en particulier ceux de Phelps, qui en a recensé pas mal sur cette distinction lien fort-lien faible. En gros, ce que Phelps montre, Phelps et son équipe sont plusieurs, c'est que la plupart des travaux qu'il a recensés montrent en gros que, du point de vue du management des connaissances, c'est le thème qui nous intéresse ce soir, les liens forts favorisent le transfert de connaissances et l'apprentissage. C'est ce qui semble ressortir de ces travaux. Mais ce qui est un peu étonnant à voir dans ce champ-là, c'est que ces liens forts, dans la question du management des connaissances, on va considérer aussi bien l'accès à de l'information que l'accès à de la connaissance, que de la créativité, que le développement de bonnes idées, etc. Donc, du point de vue de ceux qui utilisent les approches réseau pour réfléchir sur le management des connaissances, peu de questionnements sérieux, en tout cas, sur la notion de connaissance, alors même que le champ du management des connaissances qui se développait, il a commencé un peu plus tard, mais c'est bien développé, cette question-là a été bien fouillée. Quelques exemples. Alors, un exemple français d'un auteur qui est assez connu sur le champ, l'exemple des conseillers bancaires. Il a comparé dans quelques banques la manière dont les conseillers s'autorisaient le travail d'attribution des prêts de crédit, et en opposant ceux qui, quelle que soit la raison, soit que ce soit leur culture, soit que ce soit la culture de leur institution qui leur imposait de n'utiliser que ça, ceux qui utilisent uniquement la grille de scoring obtiennent des résultats moins bons. Ferrari va jusqu'à comparer les bilans des banques elles-mêmes, leurs résultats annuels, montre que donc les conseillers qui n'utilisent que les grilles de scoring, comparés à ceux qui utilisent la connaissance intuitive, personnalisée, liée aux liens qu'ils ont commencé à ébaucher avec leurs clients, donc une connaissance plus informelle, plus qualitative. Ceux qui utilisent ces deux sources d'information sont bien plus efficients, obtiennent de meilleurs résultats en matière de crédit, en particulier sur les taux de chute, que les autres. Donc ça, c'est un petit exemple. Un deuxième exemple, on retrouve encore Michel Ferrari. Cette fois-ci, on est en Californie, sur les secteurs high-tech. Il compare plusieurs secteurs et il montre que, de manière un peu plus fine, la création de connaissances se réalise au sein de clusters composés de liens forts, donc ces espaces de liens denses où tout le monde se connaît, tout le monde interagit, que j'évoquais tout à l'heure sur les liens forts, mais que par contre, les liens faibles, là ils sont un peu embêtés dans la définition, ils disent, ayant une certaine proximité, favorisent la diffusion et la circulation de ces connaissances qui sinon resteraient cloisonnées à l'intérieur de chacun de ces clusters. Donc les deux seraient complémentaires pour assurer une bonne diffusion des connaissances nouvelles dans ces secteurs high-tech. Première critique que j'évoque, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, on a ici ce qui a été qualifié de logique des tuyaux. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de savoir comment les personnes entrent en contact les unes avec les autres. Ils sont en contact, et dès qu'ils sont en contact, on considère que l'information, quelle qu'elle soit, que ce soit une connaissance ou autre chose, ça circule. C'est-à-dire qu'il suffit d'être connecté à quelqu'un pour que tout se passe comme si on était en permanence connecté et que l'information circule. Cette logique dite du tuyau, du pipe, c'est de la plomberie, va revenir, cette critique en tout cas de la logique tuyau va revenir dans les travaux suivants. Le premier qui va entrouvrir la porte sans vraiment utiliser la critique pipes, c'est Hansen, qui va s'intéresser au transfert de connaissances de manière assez fine, sur des unités R&D, c'est son terrain. Il va montrer que les liens faibles vont servir pour la question du screening, localiser les connaissances que l'on recherche, nouvelles, pertinentes, mais que le transfert de connaissances ne pourra s'effectuer de manière tout à fait efficiente que si celle-ci n'est pas trop complexe. Et que les connaissances complexes, plutôt tacites en général, nécessitent des liens forts. C'est le paradoxe. On peut localiser des connaissances loin de sa base habituelle au sein d'une organisation. C'est un principe en management des connaissances qui commence à être bien connu. Mais que disons, absorber ces connaissances nouvelles, les liens forts seraient nécessaires, sinon ça ralentit très très fortement le déroulement des projets dans lesquels se fait la recherche de ces connaissances.
Un deuxième travail qui est aussi critique indirectement, l'approche tuyau, mais cette fois-ci qui met en avant la question de la créativité, c'est celui de Perry Smith en 2006, qui, elle, montre que la créativité des chercheurs, elle s'intéresse aux chercheurs, mais elle a fait ça aussi dans le domaine artistique, qui ont de nombreux liens faibles, en tout cas, voient leur créativité stimulée. Alors que ceux qui se trouvent uniquement dans leur composition de leur réseau, dans un cluster composé de liens forts, seraient plutôt victimes de conformisme et auraient une moindre créativité. Travailler sur les chercheurs est les enseignants-chercheurs, est une activité très très courante dans la recherche sur les réseaux, parce que c'est facile de voir qui cite qui, et donc les bases de données sont assez faciles à constituer. Après, il faut savoir si on cite de manière positive ou négative, ça c'est un autre travail, mais ça permet beaucoup de travaux. Bon, le travail de Perry Smith est intéressant, parce que cette fois-ci, si on considère que la créativité c'est accéder à des connaissances nouvelles, ce sont les liens faibles qui jouent un rôle important. Alors que pour l'instant, on se rend compte que c'est plutôt les liens forts pour les connaissances complexes et importantes. Deuxième grand travail, deuxième grand stream de recherche sur les réseaux. On va accélérer. Deuxième grand travail, celui de Burt en 92, qui va reprendre le travail de Granovetter. Il reprend l'approche lien faible. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la vue du dessus, un peu comme l'entomologiste qui observe les fourmis dans sa boîte et qui regarde, finalement, ce qui l'intéresse, c'est le pont. Ce lien faible qui fait le lien entre des unités déconnectées les unes des autres. Et il va mettre en avant, inventer une manière, en tout cas, d'enquêter qui permettra de mettre en avant la discontinuité, les trous dans la structure sociale, qu'il appelle les trous structuraux, et pas structurels, et donc de s'intéresser aux liens, aux contacts peu nombreux qui font des liens, des ponts entre ces clusters non connectés. Donc l'enjeu pour un acteur stratégique, parce qu'il se situe résolument dans la question de l'acteur stratégique, c'est de mettre en relation deux clusters séparés, de faire le pont entre deux cercles sociaux. Il appellera ça un capital social, une forme de capital social, qui va être définie par la position dans la structure du réseau et la forme du réseau dans lequel on se trouve. Capital social qui est défini de manière très mathématisée, puisque les deux gros outils mathématiques utilisés, c'est la théorie des graphes et le calcul matriciel pour mettre en route ces choses-là. On va le voir dans la slide qui suit, qui est cette fois-ci un mapping. Merci Ron Burt, qu'on connaît. Là, on a une entreprise très célèbre aux États-Unis à la fin des années 90 qui a été enquêtée par Ron, qui m'a laissé cette slide, permettant, donc c'était le compte-rendu précis et comment dire, réel, c'est pas une fiction, des cadres corporate d'une très grande entreprise, où on s'aperçoit, alors je ne vais pas me lever pour que vous puissiez m'entendre, vous êtes nombreux quand même, qu'il y a ce que j'appelle des potomacs, là, des rivières, vous voyez. Il y a des rivières qui séparent, et on pourrait s'amuser à imaginer que là, ici, ça, ce serait, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ce serait le service financier, par exemple, très peu connecté au service R&D. Tiens, ce ne serait pas trop surprenant. Et puis quelques personnes joueraient un lien particulier. Vous voyez, un premier pont, un deuxième pont, quelques autres ponts ici avec un autre service. On a des fractures, des zones de fracture très nettes. Bon, l'idéal serait de le voir en 3D, un peu compliqué aujourd'hui, mais ça pourra venir bientôt. Mais ce mapping montre que des personnes jouent des rôles particuliers. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment ici, mais on en a une ici, par exemple, qui a deux liens avec le service que j'ai évoqué comme étant le service R&D, et lui-même étant une partie prenante du service financier à côté, dans lequel il a beaucoup de liens. Cette personne joue un rôle particulier. On pourrait dire, pour faire simple, c'est un interrupteur, c'est un gatekeeper. Et pour Burt, c'est un broker qui va tirer beaucoup d'avantages de cette position. Mais non seulement lui tire beaucoup d'avantages de cette position, si ma souris veut venir, voilà, mais aussi les personnes qui sont connectées à lui. C'est-à-dire que le capital social d'une personne va se mesurer non seulement au fait que c'est lui-même un broker, mais au fait d'avoir soi-même des brokers dans son réseau. Alors ça c'est une extension, c'est l'extension qui est ici là, de ce grand schéma. Et je vais passer à la slide suivante qui va détailler ce réseau de James et de Robert que voici. Donc James et Robert, pour montrer la différence avec Granovetter, James a 6 liens forts, très pleins, dans le cluster B, et un lien faible. Robert, merci Robert, a 6 liens forts, de la même manière, si vous pouvez les compter, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et un lien faible dans son réseau. Par contre, si James, tous ces liens sont dans le cluster B, Robert a un lien
avec le cluster A et un autre avec le cluster C. Le lien avec le cluster A lui assure un certain avantage, je vais le détailler à peu près un peu plus tard, je veux dire la nature de cet avantage, mais il n'est pas le seul. Alors que par contre, le lien avec le cluster C, il est le seul. Là, c'est un gatekeeper au sens plein du terme, un broker au sens plein. Il contrôle un trou dans la structure sociale entre le cluster B et le cluster C. C'est le modèle du broker. Se situer entre les autres, dans certains travaux, Burt appelle ces brokers des entrepreneurs, ce qui est parfait en français, puisque entrepreneur, c'est entreprendre, entre et prendre. Contrôler la connexion entre deux sphères sociales, qui a été dans les travaux qui vont suivre le modèle de Burt, des réseaux, ce qu'on appelle avoir un réseau ouvert, donc avoir des liens non redondants, des liens qui ne sont pas reliés entre eux, c'est-à-dire se débrouiller pour, en gros, cloisonner son réseau, et qui donne accès à un certain type d'avantages, 4, qu'il appelle l'accès à des informations variées, nouvelles, mais aussi du contrôle, je peux laisser passer l'information ou pas, du pouvoir, je peux arbitrer un côté versus l'autre, et de l'autonomie. Là aussi, c'est le problème d'arbitrage. Par contre, ce faisant, dans le modèle de Burt, on radicalise le point de vue de Granovetter sur la forme du réseau. On oublie complètement la nature du réseau, parce que finalement, pour Burt, on ne s'intéresse pas que ce soit un lien fort ou un lien faible. À la limite, pour lui, il montre bien que le lien fort ou le lien faible, peu importe. Ce qui est important, c'est de pouvoir décrire le réseau et de montrer où on est. Ce qu'on appelle le modèle du tuyau pur, dans lequel se joue un jeu intentionnel et très stratégique. Alors là aussi, il a donné lieu à donc, ce courant que j'ai appelé la Social Network Analysis, la SNA, courant de travaux très très important, avec l'accès à l'information, qui met en avant le fait de disposer des brokers dans son réseau, etc. Quelques exemples dans le management des connaissances. Le travail de Krakauer de 88, avant que le bouquin de Burt sorte, mais il avait déjà commencé à rendre compte dans des articles, Burt. La résolution de problèmes, grandement facilitée quand on a des brokers dans son réseau. Burt lui-même a produit un papier très intéressant qui s'appelle sur les bonnes idées, les good ideas, qu'on obtient uniquement si on est connecté à des milieux différents. Et on retrouve le papier de Perry Smith de 2006 sur la créativité, puisqu'elle va mettre en concurrence la définition du réseau par le lien, la force du lien, ou par la forme du réseau. Et je vais reprendre ça dans la slide qui suit. Elle va être une des premières pour proposer un début de critique de cette logique de tuyau. L'approche classique, donc diffusion-transmission, la conception tuyau, considère la connaissance pardon, comme un colis qui circule. En gros, on a des connaissances, et on est connecté à quelqu'un, et boum, ça y est, ça peut circuler. Ça, c'est simple. Connecté, pas connecté, l'interrupteur, quelle que soit la taille, la forme du réseau, il peut circuler dès qu'on est connecté à quelqu'un. On ne se pose pas la question de savoir si la personne est disponible, pas disponible, a envie d'échanger ou pas, pourquoi elle le ferait, etc. Tout ce que les psychosociologues de divers bords ont pu déjà parfois fouiller. Donc le lien faible, ce que montrera Perry Smith dans sa critique, c'est qu'au-delà du fait qu'il a un certain effet, il y a un effet du trou structural pour le lien, enfin le fait d'avoir des brokers, on va dire, dans ce réseau, dans le travail qu'elle fait sur la créativité, elle va montrer qu'une partie de la forme du pouvoir du réseau de la personne qui a beaucoup d'avantages en termes de créativité vient du fait que c'est le lien faible en lui-même qui aura un effet sur la créativité, et pas du fait que ce soit la forme du réseau. C'est l'argument de la nature du réseau plutôt que l'argument structural qui est mis en avant. Elle va un peu plus loin dans la fin de son papier en montrant que finalement on a un glissement entre diffusion et création des connaissances. Là on commence à mettre à mal l'idée du colis qui circule. Le colis, quand il circule, il est transformé en fait. Et voire même le contenu du colis est peut-être redéfini entre les personnes qui interagissent. C'est une conception interactive de la connaissance qui va dépendre de la nature du lien entre les personnes, qui vont produire finalement entre elles la connaissance utile dans le cadre de leur interaction. Donc là, on bascule, c'est un premier travail, on bascule de la connaissance, quelque chose qui peut circuler, qu'on peut découper, etc., par quelque chose qui se crée dans l'entre-deux de l'interaction entre deux personnes. Borgatti a proposé en 2003 une autre critique de cette approche tuyau, mais cette fois-ci, manque de chance, il va rater un peu son but, même s'il va proposer une critique assez intéressante, puisque c'est le seul dans l'approche réseau qui va se poser vraiment une question, qui va questionner fortement la nature de la connaissance qui circule dans les réseaux. Il va reconnaître que les connaissances ne sont pas seulement stabilisées, explicitées, codifiées, accessibles à tout moment, etc. Donc c'est ce qu'on appelle quand même l'enjeu du wiki.
mais qu'elles sont tacites, intégrées dans l'expérience pratique des individus et spécifiques à des situations considérées. Et à partir de là, avoir l'idée, l'intuition que les connaissances sont apprises, créées, mobilisées au sein d'interactions non programmées entre les individus. Il va appeler ça « interact so I know ». Il va proposer 4 conditions pour ça. Je vais aller un peu plus vite. Il va tester un modèle. Alors, si on va dire, sur cette slide, il a des intuitions intéressantes, dès qu'il va commencer à vouloir mettre en œuvre le modèle pour tester ses intuitions, il va en revenir à ce qu'il connaît bien, c'est-à-dire la SNA, modèle mathématisé, calcul matériel, etc. Et donc, va tester 4 variables, le savoir, la valeur, l'accès et le coût. Si je le retrouve. Voilà. Le savoir, que connaît X, qui cherche une connaissance particulière ou des connaissances particulières, à propos de l'expertise de Y. Ce qui présuppose que X a une idée de ce qu'il cherche. La valeur, est-ce que X évalue positivement le savoir de Y? Donc ça veut dire qu'il a déjà identifié que Y était détenteur d'un savoir. Et deuxièmement, est-ce qu'il l'identifie positivement? Est-ce que ça peut lui servir ou pas? Troisièmement, l'accès. Est-ce qu'il a accès à Y, X, au moment opportun? Quatrièmement, le coût. Le coût, c'est est-ce que X fait un calcul coût-bénéfice pour savoir si l'accès à Y serait trop coûteux. Lorsqu'il teste son modèle, les 3 variables savoir, valeur et accès fonctionnent, pas celle du coût. Bon. Je reste là sur le travail de Borgatti, mais voilà les critiques que je proposerai sur l'ensemble de ces travaux, qui s'appliquent aussi au travail de Borgatti. 1. Ces travaux ignorent les situations dans lesquelles on ne sait pas vraiment à l'avance ce que l'on cherche. Reprenons les exemples de tout à l'heure. Alain Hubert est l'agronome. Il cherchait, il ne savait pas trop ce qu'il cherchait. Il avait un problème à résoudre, mais il n'avait pas une idée claire des connaissances qu'il cherchait à acquérir. Sinon, il aurait été voir directement son ami Philippe. Bon. Joël, par contre, lui, savait ce qu'il cherchait, une pratique du polaire, mais ne savait pas qui pouvait lui procurer. Deuxième critique, dans ses travaux du Pipes, du tuyau, le constat est atemporel. Il n'y a pas de processus. L'enquête est là, le réseau est là, donné une fois pour toutes. Or, la question de l'existence de ces connaissances, de leur pertinence, éventuellement du coût d'accès, etc., en général, se découvre chemin faisant. Ce n'est pas quelque chose dont on a une connaissance claire dès le départ. C'est en cours de route dont on se rend compte que, en tâtonnant, en expérimentant, en dialoguant avec des personnes, en discutant à droite à gauche. Troisième point, la coopération va de soi. C'est la critique principale qu'on peut faire à l'approche réseau, principe du tuyau. La question ne se pose pas. Le contact est là, et personne ne se demande finalement ce contact, quand je vais le solliciter, est-ce qu'il va répondre ou pas. On pourrait revenir sur la manière dont les enquêtes sont faites pour rendre compte de ces réseaux, qui permettrait d'illustrer pourquoi la question de coopération n'existe pas, puisqu'elle ne peut pas, par définition, être fouillée dans cette approche-là. Mais je le ferai s'il y a besoin lors des questions. Tentative de synthèse. Il me reste combien, Pascal? Il me reste 2 minutes. Ça marche. J'ai bien la sensation que c'est un peu dense, tout ça. Première tentative de synthèse, j'ai 3 slides. Le lien faible donne accès à des connaissances nouvelles. OK. 2 types de questions sont soulevées par ça. 1. La coopération avec un acteur qu'on connaît peu ou pas, quand on recherche des ressources, ou des connaissances ici en l'occurrence, éloignées des mondes familiers. Qu'est-ce que c'est que cette coopération? Pourquoi elle s'engage? Si je revois tout à l'heure au paradoxe de Granovetter, pourquoi les liens faibles répondent quand on les sollicite? 2. À quel type de connaissances accède-t-on via le réseau social? C'est les 2 questions principales qui se posent quand on va chercher loin de sa base des choses. Quand on est prêt, on accède à des connaissances faciles, aisées, auprès de gens qu'on connaît bien, on va dire avec qui on a des liens forts, ça se passe sans préoccupation. Mais quand on cherche loin de sa base des choses dont on n'a pas une idée très claire de ce que l'on recherche, on ne sait pas exactement quel type de connaissances va nous aider à résoudre le problème auquel on doit faire face, quel type de connaissances accède-t-on? On pourrait revisiter la question de l'importance ou de la pertinence des wikis dans ces questions-là, puisque la connaissance tacite n'est pas toujours transférable dans des choses explicites. Donc ça pose la question des connaissances tacites versus explicites, largement fouillées aujourd'hui dans le KM, mais dont on évoquera sûrement dans les questions. Premier point de réponse à la première question, lien faible et coopération. C'est un travail qu'on engage avec Pascal depuis un moment. Engager la coopération avec un acteur que l'on ne connaît pas ou peu, comment ça peut se faire? Le lien fort coopère par définition, je l'ai dit tout à l'heure. Le lien faible, pourquoi répond-il? On a essayé de fouiller cette question, on est remonté très en amont sur la définition. Et si l'intuition de Granovetter d'un rôle différent du lien faible par rapport au lien fort dans l'action individuelle,
cette intuition était bonne. La définition qu'il en donne ne rend pas justice de ce qu'il a fait. Il a fait une enquête a posteriori, on a fouillé la question. Sans revenir sur les questions méthodologiques qui nous ont amenés à faire cette hypothèse, on a identifié des liens faibles de différentes natures, au moins de 2 natures différentes. Des liens faibles potentiellement coopératifs, c'est-à-dire qui ont répondu, mais on ne le sait qu'après coup, lorsqu'on les a sollicités. Une trace de ce premier travail a été fait dans un papier de 2010. Ces liens faibles potentiellement coopératifs, en fait, comportent en eux des attributs du lien fort. Mais, pour X ou Y raison, on en est resté au lien faible. Ça permet de revisiter ce paradoxe de Hansen, qui est un travail assez fin sur la question du transfert des connaissances entre les unités R&D d'une grande entreprise. Finalement, la connaissance complexe, on y accède via un lien faible, mais si ce lien faible est potentiellement coopératif et donc comporte en lui potentiellement des attributs qui en feraient un lien fort, dans ce cas-là, on peut envisager la transmission de la connaissance complexe. Deuxième question, ce sera ma dernière slide. Nature et processus d'expansion des connaissances. Donc la question de la nature des connaissances auxquelles on accède quand on va loin de sa base. Certes, le lien faible permet d'identifier, localiser des connaissances ou des informations. Les travaux ne sont pas toujours très explicites et précis là-dessus. Certes, ces liens faibles permettent d'obtenir des informations ou des connaissances, surtout des connaissances, on va dire, dans des délais ad hoc, des connaissances tacites, qui ne sont pas identifiables facilement, pertinentes, au moment opportun, etc. Quid de connaissances qui seraient en rupture, radicalement différente de son milieu habituel, de son mode de pensée, de sa vision du monde? Je ne réponds pas à ces questions pour l'instant. Alors, ces questions, une autre manière de le dire, ces connaissances contextualisées en situation dépendent finalement de la nature du lien entre les personnes qui échangent, qui pratiquent ensemble. On a un mécanisme de co-construction. Et je reprends à mon compte l'expression de Borgatti, j'interagis donc j'apprends. Là, j'interagis donc je construis des connaissances. Ce qui modifie sensiblement la question du rapport entre le réseau et la nature des connaissances. Et revisite la question de l'apprentissage. Appropriation, absorption, transmission, recréation. Voilà. Je pense que là, on est au bord, en tout cas, de tout ce que le management des connaissances peut apporter. J'ai fouillé la question du point de vue du management, du point de vue des réseaux. Et aujourd'hui, ce que je dirais peut-être sur cette dernière slide, c'est que ces mécanismes d'apprentissage aujourd'hui, on en rend compte. La question du réseau est vraiment en filigrane à travers les questions des communautés pratiques, par exemple, qui sont des lieux dans lesquels l'apprentissage se fait. Mais un concept, communauté de pratique, qui a été encore assez peu fouillé par la question des réseaux. Et c'est l'agenda de recherche que j'ai pour les temps qui viennent. Voilà, merci.